Soyez les bienvenus sur Europe 1 pour faire avec nous le tour de la question. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. On attend vos témoignages, vos réactions dès maintenant au standard d'Europe 1 car le premier sujet va vous faire réagir. Nous sommes en pleine saison de la chasse, en pleine vacances scolaires et vous êtes nombreux à redouter de vous promener aujourd'hui dans les bois et les forêts de peur d'une balle perdue. Le village de Montrion en Haute-Savoie a suspendu hier la chasse après la mort d'un cycliste il y a 10 jours tué par un chasseur. Alors on va réagir à cette actualité première et se poser plusieurs questions, à commencer par la limitation de la chasse, peut-être à des domaines réservés, l'interdiction peut-être aussi de la chasse le dimanche, revoir la législation en matière de chasse ou interdire purement et simplement cette pratique que d'aucuns jugent ancestrale ou anachronique. Vous êtes pro-chasse, vous êtes anti-chasse, la parole vous est donnée au standard d'Europe 1, mais on va essayer de poser les choses calmement et de faire le tour du sujet jusqu'à 10h. Et puis on s'intéressera aux jeux vidéo, c'est un monde inconnu peut-être pour vous, mais qui attire 30 millions de Français, 48% d'entre vous ont une console à la maison. On va en parler à l'occasion d'un grand raout annuel Porte de Versailles à Paris. Ces joueurs qu'on appelle gamers à l'américaine peuvent aussi témoigner dès maintenant, Julie, on rappelle Au tout cela. 3921, oui, et avec le hashtag Europe 1. 9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Avec ces accidents sur les promeneurs des derniers jours et un contexte qui nous amène à poser la question ce matin, les chasseurs sont-ils devenus trop dangereux ? Dimanche, dans l'Ariège, un vététiste a été gravement blessé, touché à l'épaule, en marge d'une battue au sanglier. Et 8 jours plus tôt, c'est un autre cycliste, un Anglais, qui a été abattu par erreur en lisière de forêt par un jeune chasseur sur la commune de Montrion. Et bien hier, par arrêté municipal, le maire a suspendu jusqu'à nouvel ordre la chasse. Le préfet de Haute-Savoie a mis fin à la chasse dans une partie du territoire concerné. Nous sommes ce matin avec Pierre de Bois-Guilbert, spécialiste de la chasse, ancien porte-parole de la Fédération nationale de la chasse. Bonjour monsieur. Bonjour. Et avec Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, protecteur des animaux depuis tant d'années, qui a écrit les lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je voulais vous faire réagir tout de suite à cette actualité. Pourquoi ? Parce que le préfet devait s'exprimer ce matin. Finalement, il a décliné l'invitation. Quant au maire de Montrion que nous avons joint à la mairie ce matin, il ne préfère pas s'exprimer sur le sujet. Alors, je pose la question, Pierre de Bois-Guilbert, pourquoi ne pas être transparent aussi sur ce genre de décision ? Et qu'en retenez-vous ce matin de cette suspension ? Écoutez, je ne peux pas m'exprimer pour le maire. Je ne sais pas quelles sont ses arrière-pensées. Moi, je vais être tout à fait transparent par rapport à ça. Les deux, parce qu'il y a eu 2 accidents qui ont lieu récemment depuis le début de la saison, qui sont 2 accidents mortels sur 2 non-chasseurs, nous interpellent, comme on pourrait dire, sont absolument dramatiques. C'est une chose. Bon, l'enquête donnera le détail de ce qui s'est passé. Dans le dernier cas, il y a eu manifestement, et comme dans 9,9 sur 10, des imprudences manifestes de la part des chasseurs qui sont inacceptables, intolérables pour moi, qui posent un vrai problème qui nous interpelle, nous, sur les mesures que nous avons à prendre probablement, et que le préfet ait pris cette décision pour apaiser, j'imagine, l'émoi de la situation locale, je le comprends parfaitement. Pour apaiser l'émoi de la situation, le temps aussi que l'enquête avance sur le sujet. Je ne sais pas si c'est inédit, vous qui suivez si bien ce sujet, Alain Bougrain-Dubourg, en tout cas c'est un acte quand même assez symbolique, la suspension sur ce territoire. Bah oui, ça prouve qu'on est arrivé à un niveau conflictuel, on va dire, de l'usage de la nature entre les différents acteurs, chasseurs d'un côté, vététistes, randonneurs, que sais-je encore de l'autre, qui amène, à mon avis, les pouvoirs publics à prendre avec courage des mesures qui s'imposent. Et la mesure évidente, c'est au moins un jour sans chasse, et ce jour que l'on demande depuis si longtemps, ça serait le dimanche. Voilà, ça c'est une hypothèse. Je souligne du reste qu'il y a eu un sondage IFOP qui a été fait là-dessus. 82% des Français souhaitent que non seulement il y ait le dimanche sans chasse, mais qu'il y ait un deuxième jour dans la semaine. Oui, ben ça on va y revenir. Je voudrais rebondir un mot, si vous permettez, sur ce que vient de dire Alain Bougrain-Dubourg. Oui, on va revenir sur la journée sans chasse. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de dire, ça prouve, quand Alain dit, ça prouve que les pouvoirs publics ont pris la mesure. Oui. Je crois que ce n'est pas la réalité. Le nombre d'accidents, aussi dramatique soit-il, n'a de cesse de baisser depuis 30 ans. Il est diminué par 2. Le nombre d'accidents mortels, mais le nombre d'incidents l'ensemble de nombre d'accidents, on va revenir sur les chiffres tout à l'heure si vous le voulez. Oui. Les accidents, et c'est heureux, n'ont de cesse de diminuer. Reste que dans la société où nous vivons, tout est médiatisé immédiatement et le poids de l'émotion est plus fort que celui de la raison. C'est un fait, je ne le discute pas, c'est un fait. Donc les pouvoirs publics sont à l'écoute de la demande sociétale et il est de fait que la demande sociétale est
animé à longueur de journée, pardonnez-moi, mais par les médias notamment, par les gens qui s'opposent à la chasse, c'est leur droit le plus absolu, et du coup, tout incident, là il s'agit d'un accident gravissime, mais même tout incident est médiatisé comme cela n'a jamais été. Oui, mais ça semble normal aussi, justement, je ne dis pas que ça semble normal ou pas normal, c'est un fait de société. Oui, d'essayer de trouver un encadrement et puis de partager la nature pour tous, qui n'appartient pas qu'aux chasseurs. J'espère tout à l'heure, parce que je suis tout à fait parti sur ça. Eh bien, très bien. On est ensemble jusqu'à 10h, et puisque la nature n'appartient pas qu'aux chasseurs, mais à tous les Français respectueux de cette nature, on va entendre dans un instant le président de la Fédération française de randonnée de la Somme, qui va réagir aussi à cette suspension à Montrillon. Et puis on fait le tour plus largement de cette question sur la chasse, sur la nécessité peut-être d'un encadrement supplémentaire. On y revient avec vos appels, vos témoignages au standard et sur le réseau social Twitter également, Julien. Et avec le hashtag Europe 1. Absolument. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Les chasseurs sont-ils devenus trop dangereux? On fait le tour de la question jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités. On se demandera ensuite si vous souhaitez que la chasse soit définitivement interdite le dimanche ou interdite tout court. Vous avez répondu oui à 53%, 47 000 votes, c'est le record de votants de la saison. C'est dire que vraiment le sujet vous interpelle. Pierre de Bois-Guilbert est avec nous, ancien porte-parole de la Fédération nationale de la chasse. Alain Bougrain-Dubourg également, que vous connaissez bien. Et Daniel Pipard qui nous rejoint au standard, qui est président de la Fédération française de randonnée de la Somme. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais voulu connaître aussi votre réaction après la suspension de la saison de chasse à Montrillon, après cet accident mortel, après une battue au sanglier sur un cycliste. Comment réagissez-vous, vous, promeneurs amoureux de la nature, qui devez aussi partager votre espace régulièrement avec les chasseurs ? Écoutez, ça fait quand même des années que nous pratiquons notre loisir, notre sport de loisir, et c'est rare lorsqu'il y a des problèmes que nous rencontrons des problèmes avec les chasseurs. Je pense que c'est une question de bon sens et de comportement. Maintenant, de cet accident, c'est dommageable, c'est déplorable, il faut le regretter, mais il faut aussi qu'on travaille ensemble pour savoir comment mieux cohabiter dans les espaces naturels. Bon, il est important de souligner que la Somme, justement, est un gros domaine de chasse, hein. Donc vous parlez d'un sujet que vous connaissez bien. C'est un gros domaine de chasse, mais pas de chasse de gros gibier, donc c'est un domaine surtout de chasse en plaine, en plaine ou de gibier d'eau. Donc il y a très peu de problèmes avec les chasseurs, tout au moins dans ce département. Alors vous restez dans les avec nous. départements voisins que je connais bien, que c'est l'Aisne et l'Oise, il y a peut-être un petit davantage de problèmes. Ce sont des espaces plus boisés et il y a des chasses grand gibier. Oui, et dès lors que l'on parle de gros gibier, c'est-à-dire on y inclut le sanglier, Pierre de Bois-Guilbert, là la méthode de chasse est très particulière. Vous allez nous expliquer, là je laisse la parole au chasseur, c'est-à-dire qu'un sanglier, on le tire avec une balle qui peut avoir un rayon d'action jusqu'à combien, portée de combien de mètres? Je vais d'abord revenir sur ce que dit le président des randonneurs. C'est exact que les conflits, entre guillemets, d'usage avec les randonneurs sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Et je vais plus loin que ça. Nous nous réjouissons dans un grand nombre de fédérations départementales de chasseurs, peut-être pas toutes, mais dans un grand nombre, des conventions de partenariat ont été signées qui définissent un certain nombre de règles pour que chacun puisse pratiquer son activité en bonne nature. Alors après, il y a plus que des exceptions. Pierrick, notamment, nous dira que justement, il y a des gros soucis chez lui du côté de Laval. Pour répondre à ma question sur la portée de la balle. La portée des balles, c'est vrai que la chasse du grand gibier, du gros gibier, pour ça que l'on veut, et aujourd'hui du sanglier, qui est celle qui est, j'ai envie de dire, malheureusement, ça n'engage que moi, celle qui est la plus courante aujourd'hui, compte tenu de la prolifération, se fait avec des carabines, autrement dit des armes qui tirent à canon rayé, qui tirent des balles. La portée d'une balle, pour vous répondre à votre question, elle est certainement de plusieurs kilomètres, 3-4 kilomètres, mais jamais, c'est les règles de base que l'on apprend lorsque l'on passe son permis de chasser, les manœuvres, jamais on ne tire sur une trajectoire qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire on doit tirer de sorte que la balle, qu'elle touche ou qu'elle touche pas l'animal que l'on vise, rentre en terre, à 50 mètres, à 30 mètres, à 20 mètres, elle ne part pas à l'horizontale. Tirer à l'horizontale, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Ça veut dire qu'effectivement, ça veut dire qu'en l'occurrence, on ne connaît pas l'enquête, mais ce jeune chasseur avait 19 ans, n'avait-il pas toutes les règles de base et que je n'en sais rien, j'ai pas vu l'enquête, etc. On l'a pas non plus. Mais c'est une question ouverte. Voilà, donc on ne doit pas tirer comme ça, et les gens qui le font, vous savez, sur l'accidentologie de la chasse, c'est clair, moi je le dis sans problème. Les statistiques officielles du gouvernement, autrement dit l'ONCFS,
après enquête de gendarmerie, dans 99% des cas, c'est une règle de sécurité qui n'a pas été respectée. Voilà, c'est tout. Oui. Et la première règle de sécurité, c'est de ne pas tirer... Vous ne pouvez pas dire que c'est pas le promeneur qui se promène à 3 km et qui fait son footing à 3 km qui n'a pas respecté la règle de sécurité. On est bien d'accord que vous imputez cela aux chasseurs. Je ne le dis pas, c'est aux chasseurs de maîtriser leur arme, absolument. Oui, c'est le problème, c'est quand on parle de chasse, il y a différentes chasses, Alain Bougrain-Dubourg, différentes techniques de chasse, et en tout cas la portée d'une battue au sanglier avec des balles qui vont jusqu'à 3 km et qui vous tuent. Mais même les surfeurs qui ont été pris pour des sangliers en Bretagne. Pour des faisans. Moi j'ai cru que c'était une blague malencontreuse. Ce genre de... Ils ont pris des plombs qui retombaient. Ils n'ont pas été confondus. Des plombs qui retombaient. Oui, attendez, monsieur, si ça vous convient, moi, ça va très bien. Mais on est en train, tout simplement, de parler de cohabitation dans les milieux naturels. La question qui se pose, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la paix une fois par semaine? Voilà. Je pense que ça serait élever la dignité des chasseurs que d'accepter ce principe. Ça calmerait le jeu. Vous le refusez, vous êtes arc-bouté contre cette idée simple, et je crois que ça ne favorise pas le débat. Ça, c'est mon point de vue. Si on peut parler également des espèces protégées ou en mauvais état de conservation qui continuent d'être chassées. On va y venir sur la version régulation justement de la nature que vous prenez. Quand M. Bougrain-Dubourg dit vous êtes arc-bouté sur l'interdiction, d'abord moi parle mon nom. C'est vrai. Mais vous avez été porte-parole de la Fédération des chasseurs. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est pas la bonne. Des gens qui font de l'équitation. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça n'est pas la bonne solution. Pourquoi s'exclure les uns les autres? Il y a moyen, on le voit dans 99% des cas, de cohabiter en bonne intelligence. On ne tranchera pas le problème. Non, mais écoutez-moi. Autrement dit, en plus, la chasse est un loisir comme un autre, une activité. Supprimer le dimanche, excusez-moi, il y a quand même 80% ou 90% des chasseurs qui sont en activité comme vous, comme moi. Donc il a raison, Alain, de dire que vous êtes arc-bouté sur un principe. Si vous leur supprimez leur loisir, qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'il faut trouver des solutions apaisantes, intelligentes, comme elles existent dans la plupart des lieux, sans s'exclure. Et on va donner la parole à Pierrick et à Guylaine dans un instant au standard, qui nous appelle à la fois de Laval, de Boulogne-sur-Mer, un appel également de Rennes au 39-21. Mais voilà, on aimerait en effet que ce genre de débat puisse faire bouger les choses. Si on en reste à ce qui se passe depuis 40 ans, c'est là que vous trouvez ça dommageable, Alain Bougrain-Dubourg. On se retrouve dans un instant. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Le tour de la question sur la chasse jusqu'à 10h. Et on a posé cette question sur Facebook. Souhaitez-vous que la chasse soit définitivement interdite? Oui, il faut que la chasse soit interdite, nous dit Valérie, et que l'État se charge de réguler la nature avec la création de postes de chasseurs professionnels. Michel nous dit, je ne suis pas chasseur, mais c'est non à l'interdiction. Ensuite, ce sera la pêche, le vélo, la voiture, etc. Eh bien, Pierrick, Guylaine et Régis vont réagir également avec nos invités. Pierre de Bois-Guilbert, spécialiste de la chasse, ancien porte-parole de la Fédération nationale de la chasse. Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, qui a eu depuis tant d'années maille à partir avec les chasseurs. Alain, et vous êtes représentatif aussi de cette population qui ne cesse de se heurter justement à des positions un peu stagnantes, un peu archaïques. Parfois, il y a 1 200 000 chasseurs aujourd'hui en France, c'est beaucoup. C'est moitié moins quand même qu'il y a 40 ans. Sauf que les problèmes demeurent, que le débat demeure et qu'on pose les mêmes questions qu'il y a 40 ans quasiment, même si c'est beaucoup plus professionnalisé. Oui, c'est assez étonnant de voir combien plus on avance et plus les chasseurs diminuent, il faut dire les choses, plus ils se radicalisent. Et je pense qu'ils auraient fait preuve d'ouverture, comme c'est le cas par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays. On aurait la capacité d'une cohabitation judicieuse dans l'intérêt de la nature même. Mais là, je vais vous donner au hasard quelques exemples, il y en a tant qui me viennent à l'esprit. Quand je pense que pendant 20 ans, dans le Médoc, on a braconné les tourterelles le 1er mai. La chasse était fermée, on tuait 30 000 tourterelles chaque année dans le Médoc pendant 20 ans. Ça, c'était une exception culturelle ? Ah oui. Ouais, et bien. Personne, j'ai pas entendu un chasseur être auprès de la LPO en disant bah oui, vous n'avez pas tort, on devrait être dans un état de droit. Ouais. Il n'y a pas longtemps, dans les Landes, les ortolans, tolérance, braconnage pendant 10 ans. Est-ce que j'ai entendu les chasseurs dire ah ben non, le respect de la loi, ça, c'est quand même l'élémentaire. Voilà, on est dans cette radicalité avec, je le dis, des appels au meurtre. Enfin, moi j'ai des menaces de mort. Je ne vous parle pas des insultes et de tout le reste. Alors on me dira que
que de l'autre côté c'est la même chose, Oui. c'est possible, mais il y a une radicalité aujourd'hui qui est très déplorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Marie-Pierre nous écrit de Quiberon. J'habite Quiberon, je promène mon chien tous les dimanches dans un lieu ouvert autorisé aux piétons. J'ai entendu des coups de feu dans la lande alors que nous étions dimanche, les journées du patrimoine. Je n'étais pas la seule à marcher. Guylaine, c'est à peu près la même chose qui vous est arrivée, vous qui nous appelez de Boulogne-sur-Mer. Bonjour madame. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Juste une petite chose, un loisir, mais fou, ça dénote d'une sacrée mentalité. Mais bon, bref. Je peux vous dire une autre chose en plus? Bien sûr, mais la parole vous est On donnée. dit réguler, mais excusez-moi, j'ai vu un reportage l'autre jour, ils élèvent des faisans et ils les lâchent pour les tuer. Où est la régulation là? Ah oui, alors Guylaine, on va vous répondre tout de suite, parce que ça c'est une question que je me pose aussi avec vous. Je ne comprends pas l'intérêt de cette histoire, Pierre de Bois-Guilbert. Que vous réguliez la nature très bien, mais que vous ayez des faisans pour ensuite les fumer, pardon. Quel est l'intérêt? Alors d'abord, je suis désolé, mais on ne chasse pas pour réguler. Ça, je le dis très clairement. Non. Faisons, C'est nouveau ça. Non, c'est le grand argument des est-ce que je chasseurs. peux aller jusqu'au bout? Bien sûr. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Allez-y. On chasse parce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes, dans ce pays comme ailleurs, depuis la moitié du néolithique, on va dire, c'est-à-dire à partir du moment où on a inventé l'agriculture et on a domestiqué des animaux sauvages, n'ont plus besoin de ça pour se nourrir. On chasse parce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes aiment la chasse, ont un rapport à la nature et aux animaux qui font qu'ils aiment la chasse. Donc, moi je ne chasse pas pour réguler, je chasse parce que c'est mon plaisir, madame, et je l'assume complètement. En revanche, dans la société actuelle, et compte tenu des circonstances actuelles, notamment, on en a parlé tout à l'heure, avec l'explosion des populations d'ongulés sauvages, on va dire de grands animaux, qui est dû, je le rappelle, aux chasseurs, au plan de chasse qui a été établi, aux mesures qui ont été prises. Cette explosion est telle qu'effectivement, maintenant, il faut la contrôler et il faut réguler. Mais remettons les choses à l'heure, on ne chasse pas pour réguler. Ça, c'était le premier point. Introduction des faisans, des perdrix, vous les élevez pour ensuite les tuer. Les lâchers, que nous appelons, nous les chasseurs, les lâchers de cocotte. Oui. Je vais vous dire mon sentiment. Personnellement, j'y suis opposé. Ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, il se trouve que j'ai un certain âge maintenant. Autrefois, la chasse, c'était la chasse devant soi, la chasse naturelle, avec du petit gibier en plaine, où on partait avec son chien et on tirait précisément des faisans, des perdreaux, etc. Oui. Il se trouve que pour des raisons de développement économique, des cultures, des pratiques culturelles que l'on a maintenant, le petit gibier de plaine a totalement disparu. Voyons que l'a pratiquement disparu. Il reste les migrateurs, monsieur Dugrain-Dubreuil, c'est bien, le gibier de plaine a disparu. Donc les chasseurs, soit lâchent en été des faisans et des perdreaux pour essayer de réimplanter une espèce, soit dans certaines chasses commerciales, effectivement, c'est du gibier d'élevage qui est lâché 2 jours avant ou le matin, j'en sais rien, pour être retiré. Ne me demandez pas de dire si c'est bien ou pas bien, chacun porte le jugement qu'il veut. Oui, mais ça revient à votre histoire de tuer pour le plaisir. Mais je tue pour le plaisir moi-même, madame. Ah oui, donc mais je l'assume complètement. Mais comme des hommes et des femmes, mais ça fait sourire M. Bougrain-Dubourg. Ah oui, pas comme tout le monde, je m'excuse de distinguer, mais là franchement, vous permettez, comme des hommes et des femmes le font depuis que l'homme est sur cette terre. Il le faisait pour se nourrir. Je vous rappelle l'histoire, la culture, les traces culturelles que la chasse a laissées dans ce pays. Les chasseurs ne sont pas des barbares. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, sous la poussée d'une intelligentsia parisienne dont un certain nombre de gens autour de nous sont des représentatifs, on décrète que la chasse est amoral et qu'il est amoral. Vous ne pouvez pas dire ça, Pierre de Bois-Guilbert. Si je le dis, au moment où on parle de cohabitation, de préservation de la sensibilité animale. Je suis premier à vouloir cohabiter, mais ne me dites pas, vous n'avez pas plaisir à tuer. Oui, je l'assume, madame. Vous dites j'aime tuer, comme Thierry Coste, qui est lobbyiste des chasseurs, dit qu'il aime tuer, il assume. Il l'a dit, je le dis de la même manière. Je ne dis pas que je chasse pour ça, je chasse pour la quête, comme l'a expliqué beaucoup mieux que moi M. Balzac et plein de gens. Mais lorsque je donne la mort à un animal, ce qui m'arrive, je ne le cache pas. Et vous comprenez que ça puisse choquer. Vous comprenez que ça puisse choquer profondément. Mais je comprends que ça puisse choquer. Qu'on vienne tuer dans notre jardin parfois aussi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on m'impose un ordre moral. Moi, il y a plein de choses qui me choquent dans la vie. Non, mais il y a des règles. Il y a plein de comportements de gens. Pour autant, je ne demande pas qu'ils soient interdits. Et les règles sont des règles de chasse. Elles doivent être appliquées absolument. Pierrick est avec nous de Laval. Bonjour, monsieur. Allô Pierrick, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Pierrick. Oui. Vous avez quelle relation avec les chasseurs, vous? Parce que vous avez un domaine privé, un bois, une forêt? Non, mais le souci, si, bien sûr, j'ai une forêt. Oui. Mais je voulais juste préciser tout d'abord, c'est que une évidence, c'est que la forêt, le bois n'appartient pas à tout le monde. Aujourd'hui, 85% de la forêt est privée en France. Oui. Donc, on a encore le droit de faire ce qu'on veut chez soi en toute légalité. Moi, combien de fois chez moi, et pourtant je suis quand même très ouvert, et effectivement il faut partager la nature avec tout le monde, je me fais engueuler chez moi
Et les gens me disent, mais de toute façon, la forêt est à tout le monde. Les chasseurs, en l'occurrence, vous parlez, oui. Non, des promeneurs, des ramasseurs de champignons, oui. Des vététistes, enfin, je veux dire, tous les gens qui ont le droit qui se promènent dans la nature, et pour eux, la nature, la forêt en elle-même est à tout le monde. D'accord. Donc, non. Oui. 85% de la forêt est privée. Oui, donc mais justement, alors est-ce qu'il n'y a pas une exception pour les chasseurs? À quel moment vous avez le droit d'aller sur les terrains privés, Pierre de Bois-Guilbert, quand vous chassez? Ça, c'est très clair. Le droit est très précis là-dessus. On ne peut que chasser que là où on a le droit de chasser. Hein. Soit parce que vous êtes chez vous. Point de barre, le droit de chasse est attribué au droit de propriété par le droit français. Soit parce que vous êtes chez vous, soit parce que vous êtes membre d'une association de chasse communale, ou d'une association de chasse communale agréée, on ne va pas rentrer dans le détail, soit parce que vous louez un territoire, soit parce que vous êtes adjudicataire de l'État sur une forêt domaniale. Mais si vous êtes, n'avez dans aucune des situations que je viens d'indiquer, vous ne pouvez pas prendre un fusil puis partir chasser comme ça. Il y en a une, Pierre de Bois-Guilbert, c'est que parfois on est obligé de pactiser entre guillemets avec les chasseurs, parce qu'il y en a des violents et qu'on est obligé de leur laisser une partie du domaine pour qu'ils aillent justement assumer et assouvir leurs loisirs. Dans une sorte de chantage, je le sais parce que ça m'est arrivé, qu'on est obligé d'accepter. Je vous le dis clairement, mais ça existe, cette Madame situation. Bouchard, moi je fais 50 000 km par an, je me fais régulièrement doubler par des gens qui roulent à 190 à l'heure ou qui doublent en haute côte quand il y a une ligne jaune. Alors vous pouvez me citer tous les exemples que vous voulez. Il y a, soyons clairs, chez les chasseurs, la même proportion de cons que dans la société. D'accord. Les chasseurs n'échappent pas à la règle. C'est bien le problème, merci. On se retrouve dans un instant, Pierre de Bois-Guilbert, avec Alain Bougrain-Dubourg, auquel je donne la parole, Marie-Pierre, Françoise, énormément de réactions au standard. On a des cavaliers, on a des promeneurs, on a des parents au standard. Et également sur Twitter. Julien, on vous donnera la parole. Avec le hashtag Europe 1. À tout de suite. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe. Pourquoi la chasse devient difficilement compatible avec les loisirs des autres Français? Et à propos de loisirs, je signale que la chasse reste le 3e loisir français, derrière le football et la pêche. Donc il y a football, pêche et chasse. C'est très masculin tout ça. C'est très masculin, la chasse. C'est 1 200 000 chasseurs quand même, moyenne d'âge 50 ans. Pierre de Bois-Guilbert est avec nous, spécialiste de la chasse. Alain Bougrain-Dubourg également, président de la LPO. Il y a un sondage Ipsos pour l'association de défense des animaux One Voice qui a été publié ce mois-ci. 84% des Français pensent que la chasse pose des problèmes de sécurité pour les promeneurs en balade. Une fois qu'on a dit ça, on va s'interroger sur un jour sans chasse, jour national sans chasse par exemple, parce que ça fait partie aussi des éléments du débat. Pour opposer un petit peu les choses, Alain Bougrain-Dubourg d'un côté et Pierre Bois-Guilbert de l'autre, la chasse, ça fait partie des valeurs françaises. Vous rappeliez la culture ancestrale de la chasse. Vous assumiez de chasser pour votre plaisir. Que disent aujourd'hui les jeunes chasseurs? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes chasseurs et beaucoup de permis octroyés à ces jeunes-là lorsqu'ils font cette démarche d'adhésion à ce loisir, entre guillemets. C'est intéressant parce que les jeunes chasseurs, contrairement à les jeunes et nouveaux chasseurs d'ailleurs, parce qu'il est important de noter que dans les gens qui arrivent à la chasse aujourd'hui, il y a des jeunes bien sûr, mais il y a également toute une population de 40 ans et plus, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. Bon. Et précisément parce que les jeunes chasseurs arrivent à la chasse, non pas par tradition familiale, parce qu'il n'y en a plus, c'est clair. C'était votre cas d'ailleurs. Non, pas du tout. Non, pas par tradition familiale, justement, vos parents ne chassaient pas. Ni mes parents, ni mes grands-parents. Moi, je suis un zombie, je ne sais pas pourquoi, mais ça sera intéressant. Enfin, je ne vais pas développer mon cas aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais t'es pas chasseur. Donc les jeunes n'arrivent pas par là. Ils arrivent par la recherche. Alors, en général, par un copain qui chassait, ou le père d'un copain, ou qui leur a parlé, ils sont venus une chasse, 2 fois, 3 fois, et puis ils ont trouvé ça amusant et intéressant, et ils sont mis. Ils viennent à la chasse par un besoin de contact avec la nature, authentique, vrai, une action physique, je dois dire qu'ils sont peu enclins au battu de sanglier, précisément. Pourquoi? Parce qu'à moins d'être traqueur avec des chiens, que certains sont restés postés, ça les intéresse pas. En revanche, marcher dans les broussailles, les chasses à la bécasse, ce genre de choses, ils sont beaucoup plus attirés. Donc quand on part chasser, on part à quelle heure en général? On part tradition de partir au lever du jour. Oui. La chasse est interdite avant, heureusement d'ailleurs. Et puis on rentre quand on a envie. Bon. Donc les jeunes, ils viennent. C'est une population qui est attirée par. Vous savez, aux États-Unis, c'est très en mode. C'est ce qu'on appelle le wilderness, le retour à un contact authentique. Il y a 2 façons de pratiquer la nature aujourd'hui, soit par des nouvelles activités qui sont en plein développement, qui sont formidables d'ailleurs, le VTT, le trek, le trial, etc. Il y a plein, voilà. La photographie, par très exemple. Encadré, très normé. Très bien, il y a des sentiers, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a une façon qui est
plus originelle, on va dire, qui est soit la randonnée, soit la chasse, effectivement. Voilà pourquoi un certain nombre de jeunes y viennent. Et pourquoi vous ne partez pas chasser pour respecter un petit peu aussi les sujets qui sont levés aujourd'hui avec la modernité, avec la bannière no kill, c'est-à-dire que vous allez traquer l'animal, vous le suivez, vous regardez les traces, vous êtes dans la nature, dans ce contact beau que vous racontez, mais vous ne tuez pas. Wendy Bouchard, parce que je chasse. Le no kill, je ne suis pas un jeu. La chasse, c'est ni la guerre, ni un jeu. C'est un peu la traque quand même, la guerre. Ce n'est pas la guerre. Dans la guerre, il y a un adversaire. La guerre, c'est quand le lapin a un fusil. Donc c'est et le quoi, lapin tire. Ça, c'est la guerre. D'accord. La chasse, ça n'est pas la guerre. Donc c'est quoi la chasse pour vous? Alors voilà, c'est quoi la chasse pour vous? Oui. La chasse, c'est un rapport à la nature, à l'animal, qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. Moi, j'aime passionnément les animaux. Vous savez, je vais dire une phrase qui volontairement va vous choquer. Moi, je chasse par amour. Ça va vous choquer. Et ça parce choque. que oui, ça choque. Peut-être. Mais je chasse par amour parce que j'ai un amour immodéré pour la nature. Je passe 80% de mon temps dans la nature, seul en forêt, seul en montagne. J'adore ça. C'est parce que vous aimez les animaux que vous les tuez. Absolument. J'ai des chiens, des chevaux, des ânes. Mais ne poussez pas des cris d'orfraie, c'est une réalité. Non, on n'a pas le même logiciel, c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Et j'essaie d'être objectif. J'ai du mal, mais vous venez de le dire, et ça qui est important. Oui. Nous n'avons pas le même logiciel, on est bien d'accord. Et quand je donne la mort, ce qui m'arrive, je vais vous dire, par exemple, le chevreuil, qui est mon animal emblématique et préféré. Je suis un passionné de chasse à l'approche du brocard l'été. Le brocard, c'est le mâle du chevreuil. Bon, j'en ai tiré beaucoup. J'en tire de moins en moins. Et j'ai d'autant plus d'occasions d'en tirer que quand j'étais jeune. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je prélève, comme on dit, un brocard, j'ai effectivement ce sentiment mêlé que des auteurs ont exprimé bien mieux que moi par le passé, d'une espèce de moment de gravité où je suis conscient de ce que je fais et en même temps dont j'ai besoin. Ça veut dire que vous... Suis-je pour autant vous un pervers ? Vous êtes pris par les sentiments quand vous regardez cet animal qui vous regarde et que vous allez tuer. Absolument. Et quand je lui donne ce qu'on appelle dans notre jargon la dernière mangeur, qui fait rire des gens, moi ça ne me fait pas rire, c'est-à-dire quand je prends un chevreuil, effectivement je lui mets dans la bouche une branchette d'herbe ou une feuille de chêne, c'est une symbolique humaine qui veut rien dire pour l'animal puisqu'il est mort. Mais c'est une manière de le considérer et d'acter que j'ai fait un acte grave. Alors c'est pas le même logiciel que effectivement la majorité des Français. Ça n'a jamais été le logiciel. Et moi le point aujourd'hui qui me frappe, si vous voulez, et sur lequel on devrait débattre, me semble-t-il, c'est que dans une société qui est de plus en plus violente, où tout se fait dans la violence, dans la polémique et non dans le débat, mais de grâce qu'on nous laisse vivre de façon réglementée et organisée sans nous condamner. Alors, Pierre de Bois-Guilbert, vous avez parlé, vous avez posé les choses. Je vais laisser largement la parole maintenant à Alain Bougrain-Dubourg parce qu'en effet, il n'a pas le même logiciel que vous. Et lorsque vous parlez d'amour de la nature, je le sens trépigner, mais avec sa politesse, non, il rigole pas, il vous écoute et il va s'exprimer dans un instant. Ouais, à tout de suite. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. On retrouve Wendy Bouchard et ses invités. Pierre de Bois-Guilbert, qui est spécialiste de la chasse, ancien porte-parole de la Fédération nationale de la chasse, et Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue Protection des Oiseaux, la LPO, et auteur du livre Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. Et c'est d'un monde à l'autre cette émission, vraiment, parce que on entendait les arguments de Pierre de Bois-Guilbert, qui est passionné par la chasse, qui nous dit aimer les animaux. Il aime les animaux et il les tue et il assume. C'est particulier. Je vous remercie l'un et l'autre de vous écouter et de prendre le temps de vous écouter, mais Alain Bougrain-Dubourg, il y a des choses qui vous dépassent et qui vous mettent un peu hors de vous aujourd'hui. Oui, bon. Mais c'est un discours que vous entendez depuis 40 ans. Oui, depuis longtemps, et au-delà de ce violon synégétique, je voudrais qu'on rentre dans la réalité. Et les chasseurs, par exemple, tout récemment, ont affiché par des grandes affiches 4x3 que c'était les premiers écologistes de France. Il a fallu qu'on rajoute par obligation un point d'interrogation derrière cette affirmation, quand même. Bon. Ouais. Mais derrière, quand on voit par exemple qu'en France, on chasse 64 espèces d'oiseaux différentes contre une moyenne dans le reste de l'Europe de 24 espèces. 3 fois moins. Et surtout, ces 64 oiseaux, on les mange pas. On les chasse pour réguler, on peut les manger aussi. Non, on les mange. 3 fois plus, en tout cas en France qu'ailleurs. Mais surtout, sur ces 64 espèces, vous avez 20 espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, c'est-à-dire pour beaucoup des espèces à l'agonie. Alors je vais prendre l'une d'entre elles qui m'est chère, c'est la tourterelle des bois dont je parlais, qui a été braconnée pendant 20 ans dans le Médoc. Aujourd'hui, elle a perdu 80% de ses populations. Alors c'est pas que la chasse, mais
pendant 20 ans, quand on en dézingue 30 000, alors que ce sont les tourterelles qui arrivent d'Afrique pour se répandre en France et dans le reste de l'Europe, ça a un effet. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que elle est tellement à l'agonie, cette espèce, que l'Europe a demandé, là, il y a quelques mois, que les pays membres acceptent un moratoire. C'est-à-dire que pendant quelques années, on ne tue plus de tourterelles des bois pour leur donner la capacité de se régénérer. Eh bien, la France a refusé. La tourterelle des bois est toujours sur la liste des espèces chassables. La France qui refuse, c'est le ministère de l'écologie qui ne... C'est le ministère de l'écologie, voilà, tout simplement. Et ça, c'est inacceptable. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez des espèces si fragiles, le pluvier doré, par exemple. Eh bien, l'autorisation de capture de pluvier doré dans les Ardennes, vous savez combien d'oiseaux ? 10 oiseaux. Non, mais on se fout du monde. Et du reste, comment on fait pour contacter qu'il y a 200 vanneaux huppés qui sont autorisés et 10 pluviers dorés? Comment on fait pour compter au 9e, au 10e? Alors, les gens, en principe, vont remplir un carnet de prélèvements qui rendent à la fin de l'année. Donc, est-ce que si on était des écologistes à peu près normaux, je pense aux chasseurs, ils ne diraient pas ces espèces en mauvais état de conservation, on arrête de les chasser. L'alouette des champs, vous parliez des gens qui vont dans la nature et tout le monde a vu des alouettes des champs qui faisaient un peu le Saint-Esprit, qui chantaient au-dessus des champs, etc. Le rapport du CNRS et du Muséum tout récent nous indique qu'elle a perdu 30% de ses populations. On continue à vouloir en tuer par le fusil, par les pièges à filet ou par les matoles, qui sont d'autres formes de pièges, près de 500 000 par an. Mais de qui se moque-t-on ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'au bout d'un moment, on tourne la page et si les chasseurs étaient des écologistes respectueux, ils diraient les espèces en mauvais état de conservation, on arrête de les tirer. Ben non. Non seulement ils continuent, le grand tétras, les lagopèdes et combien d'espèces comme ça d'une fragilité, le courlis cendré, la barge à queue noire, toutes ces espèces agonisantes, on les flingue encore. Vous les connaissez toutes ces espèces, Pierre de Bois-Guilbert? Je les chasse pas toutes, je les connais. Oui, mais et je remarque le violon antisynergétique d'Alain Bougrain-Dubourg, puisqu'il m'a parlé du mien. La litanie de la LPO, on le connaît depuis des années, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors malheureusement, il faut pour que nos auditeurs comprennent ce dont il s'agit, rappelons deux choses. Je vais juste rebondir sur le dernier exemple qu'a cité Bougrain-Dubourg, le grand tétras. Les populations de grand tétras, notamment... C'est quoi le grand tétras, Alain? C'est le grand coq de bruyère, c'est un galliforme de montagne qu'on trouve en montagne, en milieu... Dans les Pyrénées, dans les Pyrénées, les Alpes. Cet animal, effectivement, est en très mauvais état de conservation, et il est en mauvais état de conservation non pas à cause de la chasse, je vais y venir, mais au contraire, mais par les pratiques humaines ou l'absence de pratiques humaines. Le grand tétras, c'est un animal qui se nourrit, comme beaucoup de galliformes, le Graal notamment en Angleterre, en Écosse, de petites pousses très tendres à la repousse de l'herbe ou de la bruyère. Tant qu'il y a du pâturage, tant qu'il y a une activité humaine... les chasseurs ouvrent le terrain pour permettre... Qui d'autre que les chasseurs maintiennent les milieux? Moi, je prends le pari de... Les associations comme celle d'Alain aussi. Vous savez, il faut préciser les choses. C'est que les chasseurs sont payés pour ça. Et ils nous disent la chose suivante. Payés pourquoi? Pour ouvrir les milieux afin de favoriser l'épanouissement du grand tétras. Et ils disent très clairement, si jamais on nous interdit de chasser le grand tétras, on arrête d'ouvrir les milieux. Donc c'est vraiment... La menace est bien sûr. Alors moi je vais vous dire une chose très simple. On me donne l'argent qu'on vous donne et moi je vais les ouvrir. Mais l'argent, écoutez, parlons pas des finances, parce que la LPO qui ne vit que des subsides publics depuis 30 ans, sauf depuis ce gouvernement. Non, mais vous plaisantez. Mais je plaisante pas. Mais je plaisante pas. C'est une honte. Alors rétablissez la vérité sur la LPO. Oui, c'est une honte. Non, mais c'est extrêmement simple. Vous allez sur les sites. Nous, on vient d'avoir un contrôle de la Cour des comptes. Je peux vous assurer qu'on est référent et on a l'essentiel de nos revenus d'argent public privé. Mais non, c'est faux. Et l'argent public. Attendez, je voudrais dire, parce qu'on laisse entendre qu'on nous donnerait de l'argent. C'est tout simplement parce que pour le compte de l'État, on gère des réserves et on est payé pour ça. Et ça coûte beaucoup moins cher à l'État de le confier à la LPO ou à d'autres associations que de comme les chasseurs notamment, allez, à tout de qui gèrent les 2/3. Bah oui, c'est 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Alors que la chasse est autorisée 7 jours sur 7 en France durant la période légale, ne pourrait-on pas obtenir un jour national sans chasse par semaine en France ? Eh oui, c'est la question qu'on pose pour clore ce débat, en tout cas cette discussion avec Pierre de Bois-Guilbert, spécialiste de la chasse, et Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO et protecteur des animaux. Pour faire cohabiter 18 millions de randonneurs et bien plus de Français promeneurs et 1 200 000 chasseurs en France. C'est une question vitale qui se pose aujourd'hui. Alain Bougrain-Dubourg, question que vous relancez régulièrement, mais simplement avez-vous un écho possible dans ce gouvernement alors que la sensibilité d'Emmanuel Macron n'est peut-être pas la bonne. Pour la journée sans chasse ? Oui, pour la journée sans chasse. Ouais. Le dimanche. Non, mais en général, très clairement, je vois qu'on est en négociation actuellement pour une loi chasse, entre guillemets, qui pourrait passer d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Qui encadrerait davantage voilà, les chasses, gestion adaptative, un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Simplement, je constate que le président de la République a fait tous les cadeaux aux chasseurs avant qu'on en arrive à la négociation avec les associations de protection de la nature, comme c'est le cas actuellement. Alors moi, j'ai du mal à comprendre. Par exemple, quel cadeau ? Par exemple, le permis de chasse national qui passe de 400 € à 200 €. Vous avez des silencieux sur les fusils. Vous avez la réhabilitation, alors ça quand même, pour le modernisme, c'est quelque chose, des chasses présidentielles. Et pour la petite histoire, je crois que ça mérite qu'on s'attarde une seconde, la première chasse présidentielle rénovée par le président Macron va avoir lieu en 2019 et on va demander à la présidence italienne de venir à Chambord. Ça sera l'occasion de fêter les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Voilà, on va faire une chasse présidentielle pour la mort de Léonard de Vinci. Sauf que Léonard de Vinci, il était végétarien et il a écrit des pages admirables sur la condition animale. Il indique notamment de mémoire à un moment, ce qui est considéré comme un crime à l'égard de l'homme le sera peut-être demain à l'égard de l'animal. Je pense que Léonard de Vinci va se retourner dans sa tombe quand il va constater qu'on fait une chasse présidentielle en son honneur. Je ne sais pas ce que font les conseillers de l'Élysée pour avoir des idées pareilles. Ouais, Pierre de Bois-Guilbert. Les conseillers de l'Élysée, ils sont conscients comme moi que Chambord, François Ier, c'est la culture française, c'est l'histoire de la chasse dans l'incarnation la plus totale, et une chasse présidentielle dont vous m'apprenez qu'elle va avoir lieu en 2019, eh bien, c'est ce qui peut arriver de mieux pour le rayonnement de la France. Ça prouve que la France a aujourd'hui des atouts culturels, cinégétiques qu'aucun pays européen n'a. Je vois aucun mal à ça. Vous savez comme moi que Chambord a été conçu par François Ier, c'est clos maintenant 5000 hectares d'un territoire magnifique dans lequel, alors là pour le coup, il faut réguler puisque on est obligé de parler de régulation puisque c'est fermé. Quand on parle de régulation, il faudrait rappeler qu'on nourrit les sangliers en hiver, tout simplement pour les faire venir devant les fusils, qu'il y a des élevages de sangliers en France, qu'on fait venir des sangliers de l'Est de la France parce qu'ils sont plus lourds et on va les vendre plus cher. Alors, avant de réguler, peut-être faudrait-il gérer autrement les populations de sangliers. Deuxièmement, je voudrais que les chasseurs se réjouissent comme les naturalistes de voir le retour du loup qui pourrait contribuer à la régulation des grands animaux, les cervidés, les sangliers qui posent tant de problèmes. Là, je les entends pas. Alors, je connais le discours. Sur ce qui est des élevages de sangliers, comme vous dites, etc., les chasses en enclos ou en parc, à titre personnel, je vais être très clair, et je ne vais pas me faire des amis, j'y suis totalement opposé. Voilà. Donc ça c'est clair, le problème est réglé. Chambord qui est un domaine d'État qui est unique au monde, est un domaine clos de 5000 hectares, il est quand même clos, et donc il faut réguler. Donc pour revenir aux chasses présidentielles, moi je trouve ça très bien que le rayonnement de la France passe entre autres par des visites de chefs d'État à Chambord qui peuvent chasser, bien sûr. Merci messieurs. Pierre de Bois-Guilbert, Alain Bougrain-Dubourg. Michel nous écrivait d'Indre-et-Loire, je suis référent sécurité de la chasse. Là-bas, nous invitons régulièrement les randonneurs à des rencontres. Nous avons un dialogue avec eux. Cela n'empêche pas les accidents, mais nous essayons d'avancer sur le sujet. Voilà, gageons que déjà en local, il y ait des choses comme cela. Que l'opinion publique est sensibilisée, fasse remonter sa sensibilisation au gouvernement et qu'un jour sans chasse peut-être soit autorisé. Je sais que vous y êtes opposés, mais pour apaiser la situation, c'est un vaste débat, mais merci d'avoir essayé de poser les choses. Chers messieurs, Alain Bougrain-Dubourg, je recommande votre ouvrage Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, et on vous retrouve demain matin 6h48 avec Bernard Poirette dans la matinale d'Europe. Merci et à tout de suite Julie pour parler des jeux vidéo. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.